Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, j'ai le plaisir de continuer la lecture de Avatar de Théophile Gautier, à ne pas confondre avec le film récent Avatar, ça n'a rien à voir. Là, il est question plutôt de deux âmes qui échangent de corps grâce à un docteur qui aurait fait un voyage en Inde et qui aurait appris des façons de faire plus spirituelles pour guérir et soigner. Donc, nous allons reprendre la lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux #VBN ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Sa position à lui était bien autrement désastreuse. Il ne pouvait réclamer son titre de comte Labinski avec la forme dans laquelle il se trouvait emprisonné. Il passerait aux yeux de tout le monde pour un impudent imposteur, ou tout au moins pour un fou. Sa femme même le méconnaîtrait affublé de cette apparence mensongère. Comment prouver son identité ? Certes, il y avait 1000 circonstances intimes, 1000 détails mystérieux inconnus de toute autre personne qui, rappelés à Prascovie, lui feraient reconnaître l'âme de son mari sous ce déguisement. Mais que vaudrait cette conviction isolée, au cas où il l'obtiendrait contre l'unanimité de l'opinion? Il était bien réellement, absolument dépossédé de son moi. Autre anxiété, sa transformation se bornait-elle au changement extérieur de la taille et des traits, ou habitait-il en réalité le corps d'un autre? En ce cas, qu'avait-on fait du sien? Un puits de chaux l'avait-il consumé ou était-il devenu la propriété d'un hardi voleur? Le double, aperçu à l'hôtel Labinski, pouvait être un spectre, une vision, mais aussi un être physique, vivant, installé dans cette peau que lui aurait dérobée. Avec une habileté infernale, ce médecin à figure de fakir. Une idée affreuse lui mordit le cœur de ses crochets de vipère. Mais ce conte de Labinski fictif, pétri dans ma forme par les mains du démon, ce vampire qui habite maintenant mon hôtel, à qui mes valets obéissent contre moi. Peut-être à cette heure met-il son pied fourchu sur le seuil de cette chambre où je n'ai jamais pénétré que le cœur ému comme le premier soir. Et Prascovie, lui sourit-elle doucement et penche-t-elle avec une rougeur divine sa tête charmante sur cette épaule paraffée de la griffe du diable. Prenant pour moi cette larve menteuse, ce brucolaque, cette empouse, ce hideux-fils de la nuit et de l'enfer. Si je courais à l'autel, si j'y mettais le feu pour crier dans les flammes à Prascovie. On te trompe, ce n'est pas Olaf, ton bien-aimé, que tu tiens sur ton cœur. Tu vas commettre innocemment un crime abominable et dont mon âme désespérée se souviendra encore quand les éternités se seront fatiguées les mains à retourner leur sablier. Des vagues enflammées affluaient au cerveau du comte. Il poussait des cris de rage inarticulés, se mordait les poings, tournait dans la chambre comme une bête fauve. La folie allait submerger l'obscure conscience qui lui restait de lui-même. Il courut à la toilette d'Octave, remplit une cuvette d'eau et y plongea sa tête, qui sortit fumante de ce bain glacé. Le sang-froid lui revint. Il se dit que le temps du magisme et de la sorcellerie était passé, que la mort seule déliait l'âme du corps, qu'on n'escamotait pas de la sorte au milieu de Paris un comte polonais accrédité de plusieurs millions chez Rothschild, allié aux plus grandes familles, mari aimé d'une femme à la mode, décoré de l'ordre de Saint-André de première classe, et que tout cela n'était sans doute qu'une plaisanterie d'assez mauvais goût de M. Balthazar Charbonneau, qui s'expliquerait le plus naturellement du monde comme les épouvantails des romans d'Anne Radcliffe.
Comme il était brisé de fatigue, il se jeta sur le lit d'Octave et s'endormit d'un sommeil lourd, opaque, semblable à la mort, qui durait encore, lorsque Jean, croyant son maître éveillé, vint poser sur la table les lettres et les journaux. Le comte ouvrit les yeux et promena autour de lui un regard investigateur. Il vit une chambre à coucher confortable, mais simple, un tapis osselé, imitant la peau de léopard, couvrait le plancher, des rideaux de tapisserie que Jean venait d'entr'ouvrir, pendaient aux fenêtres et masquaient les portes. Les murs étaient tendus d'un papier velouté vert uni, simulant le drap. Une pendule formée d'un bloc de marbre noir au cadran de platine, surmontée de la statuette en argent oxydé de la Diane de Gaby, réduite par Barbedienne et accompagnée de 2 coupes antiques, aussi en argent, décorait la cheminée en marbre blanc à veines bleuâtres. Le miroir de Venise, où le comte avait découvert la veille qu'il ne possédait plus sa figure habituelle, est un portrait un portrait de femme âgée, peint par Flandrin. Sans doute celui de la mère d'Octave étaient les seuls ornements de cette pièce un peu triste et sévère. Un divan, un fauteuil à la Voltaire, placé près de la cheminée, une table à tiroirs couverte de papier et de livres, composait un ameublement commode, mais qui ne rappelait en rien les somptuosités de l'hôtel Labinski. « Monsieur se lève-t-il » dit Jean de cette voix ménagée qu'il s'était faite pendant la maladie d'Octave, et en présentant au comte la chemise de couleur, le pantalon de flanelle à pied et la gandoura d'Alger, vêtements du matin de son maître. Quoiqu'il répudiât au comte de mettre les habits d'un étranger à moins de rester nu, il lui fallait accepter ce que lui présentait Jean. Et il posa ses pieds sur la peau d'ours soyeuse et noire qui servait de descente de lit. Sa toilette fut bientôt achevée, et Jean, sans paraître concevoir le moindre doute sur l'identité du faux Octave de sa vie qui l'aidait à s'habiller, lui dit : « À quelle heure, monsieur, désire-t-il déjeuner ? » ?»« À l'heure ordinaire, » répondit le comte, qui, afin de ne pas éprouver d'empêchement dans les démarches qu'il comptait faire pour recouvrer sa personnalité, avait résolu d'accepter extérieurement son incompréhensible transformation. Jean se retira et Olaf de Savy ouvrit les 2 lettres qui avaient été apportées avec les journaux, espérant y trouver quelques renseignements. La première contenait des reproches amicaux et se plaignait de bonnes relations, de camaraderie interrompue sans motif, un nom inconnu pour lui la signait. La seconde était du notaire d'Octave et le pressait de venir toucher un quartier de rente échue depuis longtemps, ou du moins d'assigner un emploi à ses capitaux, qui restaient improductifs. « Ah ça, il paraît, » se dit le comte, « que l'Octave de sa vie dont j'occupe la peau, bien contre mon gré, existe réellement. Ce n'est pas un être fantastique, un personnage d'Achille d'Arnim ou de Clément Brentano. Il a un appartement, des amis, un notaire, des rentes à émerger, tout ce qui constitue l'état civil d'un gentleman. Il me semble bien cependant que je suis le comte Olaf Labinski. » Un coup d'œil jeté sur le miroir le convainquit que cette opinion ne serait partagée de personne. À la pure clarté du jour, aux douteuses lueurs des bougies, le reflet était identique. En continuant la visite domiciliaire, il ouvrit les tiroirs de la table. Dans l'un, il trouva des titres de propriété, 2 billets de 1000 francs et 50 louis, qu'il s'appropria sans scrupule pour les besoins de la campagne, qu'il allait commencer. Et dans l'autre, un portefeuille en cuir de Russie, fermé par une serrure à secret. Jean entra en annonçant M. Alfred Ambert, qui s'élança dans la chambre avec la familiarité d'un ancien ami.
sans attendre que le domestique vînt lui rendre la réponse du maître. « Bonjour, Octave, dit le nouveau venu. Beau jeune homme, à l'air cordial et franc. Que fais-tu? Que deviens-tu? Es-tu mort ou vivant? On ne te voit nulle part, on t'écrit, tu ne réponds pas. Je devrais te bouder, mais bon, ma foi, je n'ai pas d'amour-propre en affection. Et je viens te serrer la main. Que diable! On ne peut pas laisser mourir de mélancolie son camarade de collège au fond de cet appartement lugubre comme la cellule de Charles Quint au monastère de Yuste. Tu te figures que tu es malade, tu t'ennuies, voilà tout. Mais je te forcerai à te distraire. Et je vais t'emmener d'autorité à un joyeux déjeuner où Gustave Rimbaud enterre sa liberté de garçon. » En débitant cette tirade d'un ton moitié fâché, moitié comique, il secouait vigoureusement à la manière anglaise la main du comte qu'il avait prise. « Non, » répondit le mari de Prascovie, entrant dans l'esprit de son rôle. « Je suis plus souffrant aujourd'hui que d'ordinaire. Je ne me sens pas en train. Je vous attristerai et vous gênerai. » En effet, tu es bien pâle et tu as l'air fatigué. À une occasion meilleure. Je me sauve car je suis en retard de 3 douzaines d'huîtres vertes et d'une bouteille de vin de Sauterne, dit Alfred en se dirigeant vers la porte. Rimbaud sera fâché de ne pas te voir. Cette visite augmenta la tristesse du comte. Jean le prenait pour son maître. Alfred pour son ami. Une dernière épreuve lui manquait. La porte s'ouvrit, une dame dont les bandeaux étaient entremêlés de fils d'argent et qui ressemblait d'une manière frappante au portrait suspendu à la muraille, entra dans la chambre, s'assit sur le divan et dit au comte : « Comment vas-tu, mon pauvre Octave ? Jean m'a dit que tu étais rentré tard hier et dans un état de faiblesse alarmante. Mais nage-toi bien, mon cher fils, car tu sais bien combien je t'aime. Malgré le chagrin que me cause cette inexplicable tristesse dont tu n'as jamais voulu me confier le secret. Ne craignez rien, ma mère, cela n'a rien de grave, répondit Olaf de Saville. Je suis beaucoup mieux aujourd'hui. Madame de Saville, rassurée, se leva et sortit, ne voulant pas gêner son fils, qu'elle savait ne pas aimer à être troublée longtemps dans sa solitude. Me voilà bien définitivement, Octave de Saville, s'écria le comte lorsque la vieille dame fut partie. Sa mère me reconnaît, ne devine pas une âme étrangère sous l'épiderme de son fils. Je suis donc à jamais, peut-être, claque-muré dans cette enveloppe. Quelle étrange prison pour un esprit que le corps d'un autre. Il est dur pourtant de renoncer à être le comte Olaf Labinski, de perdre son blason, sa femme, sa fortune, et de se voir réduit à une chétive existence bourgeoise. Je la déchirerai pour en sortir, cette peau de Nessus qui s'attache à mon moi, et je ne la rendrai qu'en pièces à son premier possesseur. Si je retournais à l'hôtel, non. Je ferais un scandale inutile et le Suisse me jetterait à la porte, car je n'ai plus de vigueur dans cette robe de chambre de malade. Voyons, cherchons, car il faut que je sache un peu la vie de cette Octave de Saville, qui est moi maintenant. Et il essaya d'ouvrir le portefeuille. Le ressort touché par hasard céda et le comte tira des poches de cuir d'abord plusieurs papiers noircis d'une écriture serrée et fine. Ensuite un carré de vélin. Sur le carré de vélin, une main peu habile, mais fidèle, avait dessiné avec la mémoire du cœur et la ressemblance que n'atteignent pas toujours les grands artistes, un portrait au crayon de la comtesse Prascovie, Labinska, qu'il était impossible de ne pas reconnaître du premier coup d'œil. Le comte demeura stupéfait de cette découverte. À la surprise succéda un furieux mouvement de jalousie.
Comment le portrait de la comtesse se trouvait-il dans le portefeuille secret de ce jeune homme inconnu? D'où lui venait-il? Qui l'avait fait? Qui l'avait donné? Cette Prascovie, si religieusement adorée, serait-elle descendue de son ciel d'amour dans une intrigue vulgaire? Quelle raillerie infernale l'incarnait, lui, le mari, dans le corps de l'amant de cette femme jusque-là crue si pure. Après avoir été l'époux, il allait être le galant? Sarcastique métamorphose, renversement de position à devenir fou. Il pourrait se tromper lui-même, être à la fois Clitandre et Georges Dandin. Toutes ces idées bourdonnaient tumultueusement dans son crâne. Il sentait sa raison près de s'échapper. Il fit, pour reprendre un peu de calme, un effort suprême de volonté, sans écouter Jean qui l'avertissait que le déjeuner était servi. Il continua avec une trépidation nerveuse l'examen du portefeuille mystérieux. Les feuillets composaient une espèce de journal psychologique, abandonné et repris à diverses époques. En voici quelques fragments, dévorés par le comte avec une curiosité anxieuse. Jamais elle ne m'aimera. Jamais, jamais. J'ai lu dans ses yeux si doux ce mot aussi cruel que Dante n'en a pas trouvé de plus dur pour l'inscrire sur les portes de bronze de la cité d'Olente. Perdez tout espoir. Qu'ai-je fait à Dieu pour être damné vivant? Demain, après-demain, toujours, ce sera la même chose. Les astres peuvent entrecroiser leurs orbes, les étoiles en conjonction former des nœuds. Rien dans mon sort ne changera. D'un mot, elle a dissipé le rêve. D'un geste, brisé l'aile à la chimère. Les combinaisons fabuleuses des impossibilités ne m'offrent aucune chance. Les chiffres rejetés 1 milliard de fois dans la roue de la fortune n'en sortiraient pas. Il n'y a pas de numéro gagnant pour moi. Malheureux que je suis. Je sais que le paradis m'est fermé et je reste stupidement assis au seuil, le dos appuyé à la porte qui ne doit pas s'ouvrir, et je pleure en silence, sans secousse, sans effort, comme si mes yeux étaient des sources d'eau vive. Je n'ai pas le courage de me lever et de m'enfoncer au désert immense ou dans la Babel tumultueuse des hommes. Quelquefois, quand la nuit je ne puis dormir, je pense à Prascovie. Si je dors, j'en rêve. Oh, qu'elle était belle ce jour-là dans le jardin de la Villa Salviati, à Florence. Cette robe blanche et ces rubans noirs, c'était charmant et funèbre. Le blanc pour elle, le noir pour moi. Quelquefois, les rubans remués par la brise formaient une croix sur ce fond d'éclatante blancheur. Un esprit invisible disait tout bas la messe de mort de mon cœur. Si quelque catastrophe inouïe mettait sur mon front la couronne des empereurs et des califes, si la terre saignait pour moi ses veines d'or, si les mines de diamants de Golconde et de Visapour me laissaient fouiller dans leurs gangues étincelantes, si la lyre de Biron résonnait sous mes doigts, si les plus parfaits chefs-d'œuvre de l'art antique et moderne me prêtaient leur beauté, et si je découvrais un monde, eh bien, je n'en serais pas plus avancée pour cela. À quoi tient la destinée? J'avais envie d'aller à Constantinople. Je ne l'aurais pas rencontrée. Je reste à Florence. Je la vois. Et je meurs. Je me serais bien tuée, mais elle respire dans cet air où nous vivons et peut-être ma lèvre avide aspirera-t-elle au bonheur ineffable un effluve lointain de ce souffle embaumé, et puis l'on assignerait à mon âme
coupable, une planète d'exil, et je n'aurai pas la chance de me faire aimer d'elle dans l'autre vie. Être encore séparés là-bas, elle au paradis, moi en enfer. Pensée accablante. Pourquoi faut-il que j'aime précisément la seule femme qui ne peut m'aimer? D'autres, qu'on dit belles, qui étaient libres, me souriaient de leur sourire le plus tendre et semblaient appeler un aveu qui ne venait pas. Oh, qu'il est heureux, lui. Quelle sublime vie antérieure Dieu récompense-t-il en lui par le don magnifique de cet amour. Il était inutile d'en lire davantage. Le soupçon que le comte avait pu concevoir à l'aspect du portrait de Prascovie s'était évanoui dès les premières lignes de ces tristes confidences. Il comprit que l'image chérie, recommencée 1000 fois, avait été caressée loin du modèle avec cette patience infatigable de l'amour malheureux, et que c'était la Madone d'une petite chapelle mystique, devant laquelle s'agenouillait l'adoration sans espoir. Mais si cet Octave avait fait un pacte avec le diable pour me dérober mon corps et surprendre sous ma forme l'amour de Prascovie? L'invraisemblance au XIXe siècle d'une pareille supposition la fit bientôt abandonner au comte, qu'elle avait cependant étrangement troublé. Souriant lui-même de sa crédulité, il mangea, refroidi, le déjeuner servi par Jean, s'habilla et demanda la voiture. Lorsqu'on eut attelé, il se fit conduire chez le docteur Balthazar Cherbonneau. Il traversa ces salles où la veille il était entré, s'appelant encore le comte Olaf Labinski, et d'où il était sorti salué par tout le monde du nom d'Octave de Saville. Le docteur était assis, comme à son ordinaire, sur le divan de la pièce du fond, tenant son pied dans sa main, et paraissait plongé dans une méditation profonde. Au bruit des pas du comte, le docteur releva la tête. « Ah, c'est vous, mon cher Octave. J'allais passer chez vous, mais c'est bon signe quand le malade vient voir le médecin. » « Toujours Octave, dit le comte. Je crois que j'en deviendrai fou de rage. » Puis, se croisant les bras, il se plaça devant le docteur et le regardant avec une fixité terrible. « Vous savez bien, monsieur Balthazar Cherbonneau, que je ne suis pas Octave, mais le comte Olaf Labinski, puisque hier soir vous m'avez, ici même, volé ma peau au moyen de vos sorcelleries exotiques. » À ces mots, le docteur partit d'un énorme éclat de rire, se renversa sur ses coussins et se mit les poings aux côtés pour contenir les convulsions de sa gaieté. « Modérez, docteur, cette joie intempestive dont vous pourriez vous repentir. Je parle sérieusement. » Tant pis, cela prouve que l'anesthésie et l'hypocondrie pour laquelle je vous soignais se tournent en démence. Il faudra changer le régime, voilà tout. Je ne sais à quoi tient, docteur du diable, que je ne vous étrangle de mes mains, cria le comte en s'avançant vers Cherbonneau. Le docteur sourit de la menace du comte, qu'il toucha du bout d'une petite baguette d'acier. Olaf de Saville reçut une commotion terrible et crut qu'il avait le bras cassé. Voilà, c'est ainsi que se termine donc cette partie de ma lecture d'Avatar de Théophile Gautier. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #VBN. Je vous dis à tout bientôt et très belle soirée.